Donc Stéphane Mangin a été reçu à l'ALS en 2015 en tant que sociétaire et promu académicien en première section en 2018. Il nous a donné plusieurs conférences depuis et articles, en particulier pour notre magazine, lors de la restitution du colloque intitulé « Les matériaux de demain », que l'ALS a organisé sous l'égide de notre ancien président Jean-Marie Dubois en 2017. Stéphane est physicien du solide, professeur à l'Université de Lorraine depuis 2008 et se consacre aux nanomatériaux à l'Institut Jean Lamour, grand laboratoire à la force de frappe mondiale dédié à la science des matériaux, leurs procédés et leur ingénierie. C'est une phrase que j'aime prononcer. Il y dirige l'équipe de recherche nanomagnétisme et électronique de spin depuis 2010. Au sein de ce laboratoire, il est responsable scientifique d'un équipement de classe internationale, le tube Dome, dédié à l'élaboration, la caractérisation et la structuration de nanomatériaux sous ultravide. Il a cofondé le laboratoire international associé franco-américain de nanoélectronique, où il a démontré pour la première fois avec ses collaborateurs qu'un faisceau laser peut être utilisé pour contrôler de nombreux matériaux magnétiques, avec notamment pour conséquence potentielle l'augmentation de la vitesse de stockage des données sur médias magnétiques. De 2016 à 2020, il fut chef du projet Nanomaterials for Smart Sensors pour l'Université de Lorraine. Il a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université Joseph Fournier de Grenoble en 1997, effectué des séjours postdoctoraux en Belgique et en Californie, puis soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2006 à l'Université Henri Poincaré, aujourd'hui Université de Lorraine. Rappelons qu'il a été membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Cette délégation parlementaire, assistée d'un conseil scientifique formé de personnalités qualifiées, cet organisme créé sous le gouvernement Mauroy en 1983, qui a pour mission d'éclairer les décisions politiques en matière scientifique. C'est à ce titre que Stéphane a donné la conférence de rentrée à l'ALS en 2018 avec Claude Huriet, sénateur honoraire, et Jean-Yves Le Déaut, député honoraire. Professeur invité à l'Université de Californie San Diego en 2012, Stéphane a renouvelé cette expérience formidable l'an passé au prestigieux laboratoire Cavendish à l'Université de Cambridge en Angleterre, classée 2e université du monde derrière Harvard. Cambridge compte des milliers de diplômés illustres, parmi lesquels Isaac Newton, Alan Turing, Stephen Hawking. En outre, une centaine de ses anciens étudiants et professeurs ont reçu le prix Nobel et 11 sont lauréats de la médaille Fields. Stéphane est auteur de plus de 200 publications, dont 200 ou presque dans des journaux à comité de lecture prestigieux comme Science et Nature. Il est auteur de 87 communications dans des conférences internationales, autant de séminaires internationaux et plus encore de présentations dans des meetings internationaux. Il encadre de nombreuses thèses et travaux postdoctoraux. Il a des qualités pédagogiques reconnues et, à ce titre, a organisé la finale des Olympiades de la physique pour la première fois en région à Nancy en 2015. Il a donné des communications au Palais de la Découverte pour plusieurs présentations relatives au nanomagnétisme en 2020. Il est membre du comité d'organisation du Forum mondial des matériaux qui réunit chaque année à Nancy les spécialistes mondiaux dans le domaine. Il est impliqué dans de nombreuses collaborations internationales à San Diego, à New York, au Japon et en Chine.
Stéphane a reçu plusieurs distinctions. Il était membre junior de l'Institut universitaire de France en 2007. Il en est devenu membre senior 10 ans plus tard. Il a reçu le Grand Prix de la recherche de la Société industrielle de l'Est en 2007, le prix régional du chercheur de Lorraine en 2008. Il est membre senior de l'Institut des ingénieurs en électricité et électronique depuis 2012, membre de la Société américaine de physique depuis 2018 et consécration suprême du Collège Churchill de Cambridge en 2021. Aujourd'hui, il va nous parler, au cours de cette communication, des applications des nanomatériaux à alimentation ultra rapide pour le stockage et le traitement des données qui s'accélèrent, comme chacun le sait, exponentiellement avec le développement de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. Stéphane, à toi la parole. Merci Dominique, merci chers collègues, qu'on est même institut. Quelle pression maintenant. Moi, je suis arrivé assez détendu après ça. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai utilisé un titre un petit peu provocateur de savoir si on pouvait écrire l'information à la vitesse de la lumière, sachant que on peut pas, aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Donc ce qu'on va essayer de voir ensemble un petit peu, c'est les travaux qu'on a pu faire ici avec plusieurs collaborateurs que Dominique a mentionné, de la possibilité en fait d'écrire de l'information avec de la lumière. Et puis on va voir aussi, je vais essayer de vous montrer que c'est vraiment ultra rapide, c'est quelque chose de très très rapide. Alors un petit peu de contexte, on est dans l'ère du big data, de cette quantité d'informations qui est générée, des informations qui est créée et puis qui est disséminée, qui est stockée, qui est utilisée. Et donc là, il y a ce camembert que j'aime beaucoup, qui est une photographie de qu'est-ce qui se passe simplement sur Internet pendant 60 secondes. Et là, vous voyez des chiffres plus hallucinants les uns que les autres. Par exemple, en 60 secondes sur Internet, il y a 200 millions d'emails qui ont été envoyés en 2021. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, il y en a encore beaucoup plus. Un grand nombre de vidéos, et vous savez, vous le voyez en prenant les transports en commun, on voit des gens qui envoient des vidéos les uns les autres, et donc la quantité d'informations générées et qui est transportée et stockée est énorme et évolue de manière exponentielle. Exponentielle, alors on le retrouve dans le fait que, en fait, 90% des données qui sont stockées dans le monde ont été générées simplement ces 2 dernières années, connaissant toute l'histoire de l'humanité. Et par exemple, en 2006, qui est quand même il y a très longtemps, on s'est rendu compte que en données, on avait stocké 3 millions de fois la totalité des informations contenues dans l'ensemble des livres jamais écrits. Prenez tous les livres, et bien, en 2006, ou alors il y avait déjà très peu d'informations par rapport à aujourd'hui, il y avait déjà 3 millions de fois ce qui avait été écrit. Alors, on peut se dire, c'est quelque chose qui va s'arrêter. Je vais dire, lorsque tout le monde aura envoyé des vidéos toutes les 30 secondes et qu'on aura envoyé des mails toutes les 30 secondes et on regardera des films, on peut pas en regarder, ça va se stopper. Et en fait, clairement, ce que l'on sent arriver, c'est que non, absolument pas. C'est-à-dire que maintenant, pour l'instant, il n'y a que de l'information qui passe, en gros, de votre téléphone à un ordinateur, entre ordinateurs. Et demain, ce qui commence aujourd'hui, c'est que on va avoir l'Internet des objets. C'est-à-dire qu'on va transférer de l'information d'un objet à un autre. Donc, vous pouvez connaître l'état de votre voiture en regardant votre téléphone, ce qu'il y a dans votre frigo, votre montre est déjà connectée, votre personne est connectée à votre montre qui est connectée à votre téléphone qui est connecté à votre ordinateur, et tout ça génère énormément d'informations. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait 80 milliards d'objets connectés en 2025, alors qu'on n'est que 8 milliards sur la planète. Et lorsque l'on pose la question de où est tout ça, je veux dire, tout ce qui est envoyé, tous ces emails que l'on voyait, cette présentation que j'ai envoyée à Jean-Claude Sapin, il faut bien que ça soit physiquement quelque part. Et pourtant, on a tous l'impression que c'est dans le cloud, ça ne coûte rien, il n'y a rien inutilisé, on fait de mal à personne.
Et en fait, la réalité, on va la voir de plus en plus, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est dans le cloud, mais ça veut dire que c'est dans ce qu'on appelle des data centers. Et dans ces data centers, à la fin, on retrouve ce qu'on appelle un disque dur. C'est là-dessus qu'on stocke l'information. Alors, juste quelques chiffres qui sont un peu délirants, c'est qu'aujourd'hui, on utilise pour tous ces matériels électroniques à peu près entre 5 et 10% de l'électricité mondiale. On s'attend à ce que en 2030, on soit à 20% de l'électricité mondiale. Et si on regarde les projections, ce n'est que des projections, mais en 2040, on sera à 100% de l'électricité mondiale pour simplement que ça. Donc, il y a des questions à se poser et ces questions, on se les pose. Voilà. Donc, au final, l'information, elle est stockée sur ce qu'on appelle un disque dur. Et je vais vous raconter un petit peu ce qu'est un disque dur. Donc, pour stocker de l'information, en gros, aujourd'hui, il faut faire des 0 et des 1. Donc, faire des 0 et des 1, il y a 50 solutions possibles. Vous pouvez le faire avec votre pouce, hein, ça c'est un 0, ça c'est un 1. Vous pouvez le faire avec des possibilités électriques. Vous pouvez le faire avec l'écriture. Hein, c'est-à-dire que lorsque c'est noir, c'est un 0. Lorsque c'est blanc, c'est le code barre, ça marche là-dessus. Et donc, en revanche, sur un disque dur, ce sont des petits aimants. Donc, sur le disque dur, il faut voir que c'est comme un disque, ici, je peux parler de vinyle et tout le monde me comprendra. Il y a des, lorsque je vais dans certains lycées, c'est plus compliqué à expliquer. Et donc, sur ces disques, eh bien, vous avez une couche magnétique, donc à l'échelle atomique, ça se comporte comme des petites boussoles. Donc, des petits aimants. Si la boussole, le pôle nord est vers le haut, c'est un 0. Si le pôle nord est vers le bas, c'est un 1. Ce que l'on doit faire, donc, c'est stocker l'information. On vient de le dire, hein, une boussole dans un sens, une boussole dans l'autre. Il faut la lire. Il faut être capable de regarder cette boussole, dire, oui, le nord, il est bien comme ça, c'est un 0. Et il est bien vers le bas, c'est un 1. Et puis, il faut être capable de bouger cette boussole-là, de changer la direction de cette boussole. Alors, le disque dur, ça a été développé pendant 50 ans, excusez-moi, avec un seul objectif, stocker le plus d'informations sur une surface donnée et que ça revienne le moins cher possible. Voilà, c'était les deux seuls intérêts. Et donc, il y a eu énormément de scientifiques qui ont été impliqués là-dedans et qui donnent une technologie assez incroyable. Et je vais essayer de vous donner un petit peu quelques éléments. Donc, le disque, il fait 9 cm. La vitesse de rotation, elle est de 720 tours par minute, ce qui est quand même très important. Et on regarde des objets qui font 10 nanomètres par 50 nanomètres. Alors, on verra un petit peu les échelles de longueur. C'est vrai que ça parle pas toujours, mais c'est quand même extrêmement petit. Et la hauteur de vol de la tête de lecture, elle est à 5 nanomètres. Il faut être capable d'avoir une résolution à 1 nanomètre et il faut écrire une information par nanoseconde. Ça veut dire 1 milliard d'informations par seconde. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent peut-être, ça a l'air impressionnant, mais voilà. Et donc, pour rendre les choses un peu plus impressionnantes, j'ai tout multiplié par 1 million pour que ça soit à peu près à notre échelle. Donc là, le disque, il fait 90 km, donc la région parisienne. Et la tête de lecture, c'est un avion, un A380, donc ces gros avions-là. Et là, ce qui devient quand même assez intéressant, c'est que cet avion, il va voler à une vitesse de 30 000 km par seconde, 1/10 de la vitesse de la lumière, donc extrêmement rapidement. Il faut qu'il détecte la taille d'un pouce, d'un centimètre, à peu près 1 centimètre par 2 centimètres. Donc, le pilote, allant à cette vitesse-là, doit détecter quelque chose qui a la taille d'un pouce et il vole à 5 centimètres du sol. Donc, il faut tondre la pelouse correctement, à 5 centimètres du sol. Voilà. Et donc, et il doit détecter toujours ces pouces-là, 1 par nanoseconde, ça veut dire il faut qu'il en détecte 1 milliard par seconde. Voilà ce que fait votre disque dur. Voilà où vous avez stocké toutes vos photos de famille, les vidéos, voilà là-dessus. Et si jamais la tête, le pilote se crache parce qu'il vole à 5 cm du sol, vous avez perdu toutes vos vidéos. Bon. Alors, donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais tout ça est fait de manière électrique. Tout est électrique, tout est électronique. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le disque tourne, eh bien, il y a un moteur électrique. La raison
pour lequel vous pouvez inverser l'aimantation, donc écrire, faire passer un 0 à 1, c'est parce que vous avez créé un champ magnétique. Et un champ magnétique, il suffit en fait de faire passer du courant dans une bobine, et ça fait un champ magnétique, ça fait un petit aimant. Pour lire aussi, c'est de manière électrique. On a une détection électrique du 0 ou du 1, et puis voilà. Donc tout est électrique. Et le fait que tout soit électrique, eh bien, ça rend les choses assez lentes. Alors je vous ai dit, on est à la nanoseconde, on est 1 milliard par seconde, 1 milliard d'informations lues par seconde, mais on va voir que c'est relativement lent et que ça peut être amélioré. Donc, pour la boussole, vous voyez, si vous avez une boussole, vous l'avez déjà fait vous-même, vous amenez un aimant près d'une boussole, il vous faut 1 seconde à peu près. Donc, 1 seconde, c'est très, très long. Lorsque vous avez ces petits aimants qui sont sur les disques durs, là, on mettra une nanoseconde. Et la raison pour laquelle c'est si lent, c'est cette trajectoire. Vous voyez, il fait une trajectoire comme ça, donc il faut qu'il ait un petit peu le temps de tout ça. Oups. Voilà, donc c'est lent et ça consomme de l'énergie. Voilà. Ça consomme de l'énergie. C'est ce que je vous ai présenté rapidement à l'oral tout à l'heure. Vous avez une augmentation de l'énergie utilisée pour ces dispositifs qui varie de manière exponentielle. Et voilà, on voit pour 2030, 20% de l'électricité mondiale qui serait utilisée pour ça. Des projections pour 2040, 100% d'électricité mondiale. Donc, l'échelle de temps, c'est la nanoseconde. Donc, pour parler un petit peu d'échelle de temps, alors on n'est pas aux échelles de temps de la justice, hein, on a parlé de 10 ans, même même d'une journée, ça serait très grand. Donc là, on voit tous à peu près ce qu'est une seconde. La milliseconde, c'est déjà 1000 fois plus rapide. Alors on se doute un petit peu la milliseconde, mais ça paraît très très rapide. Vous divisez par 1000 cette milliseconde et vous êtes à la microseconde. Vous divisez par 1000, vous êtes à la nanoseconde. On parlait de cette échelle-là. Et moi, je vais vous parler d'échelles encore plus petites. Encore par 1000, la picoseconde, encore par 1000, la femtoseconde. Vous avez 0,15 puis un 1 seconde. Donc, extrêmement, extrêmement rapide. Et donc, aujourd'hui, l'écriture de l'information, elle se passe à 1 nanoseconde. Et en termes, donc ça, c'est des échelles, on parle d'échelles ultimes de temps, d'échelles ultimes aussi de distance. Hein, vous voyez à peu près ce qu'est 1 kilomètre. Vous divisez par 1000, vous avez le kilomètre, le mètre, le millimètre, le micromètre. Et là, on est au nanomètre. On n'est pas trop loin de l'échelle de l'atome. Il faut une centaine d'atomes, milliers d'atomes pour atteindre le nanomètre. Et ça, c'est la taille sur laquelle on stocke l'information. Et maintenant, on va utiliser de la lumière. Donc, jusque-là, en gros, mon truc, c'était de dire, voilà ce qui existe, mais on utilise l'électricité. On utilise une particule qui s'appelle les électrons, et c'est grâce à ces particules-là, à cette électricité, qu'on a tout fait. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser la lumière? Alors, l'intérêt de la lumière, c'est effectivement sa vitesse. On parle de 300 000 km par seconde ici. Et cette lumière, ou ce qu'on appelle une onde électromagnétique, voilà, ça a une longueur d'onde. Et vous prenez exactement le même objet, cette onde électromagnétique. Si vous changez la longueur d'onde, si vous avez une certaine longueur d'onde, ça va être de la lumière rouge. Vous changez cette longueur d'onde, ça va être de la lumière verte. Vous changez cette longueur d'onde, ce sont des rayons X. Vous changez cette longueur d'onde et c'est les ondes dans votre micro-ondes qui chauffent votre café. Donc voilà, on peut jouer là-dessus. Et on peut jouer aussi sur la polarisation, on en parlera plus tard. Et donc, un des outils assez extraordinaires qu'on a au laboratoire, donc à l'Institut Jean Lamour, c'est un laser femtoseconde. Donc je dis femtoseconde, 10-15 secondes, et on est capable d'envoyer un pulse de la lumière, pendant un temps de 10-30 femtosecondes. Donc vraiment un temps extrêmement, extrêmement bref, et on contrôle ce temps-là, et on envoie sur des matériaux magnétiques, sur d'autres matériaux pour les étudier. Et pendant ce temps-là, on envoie beaucoup d'énergie. Mais comme c'est un temps très très court, au final, on n'a pas utilisé beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on va voir qu'on pourrait écrire avec 1000 fois moins d'énergie l'information. Donc, voilà, ces lasers femtosecondes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la durée
de la pulsation. Ça veut dire, on peut dire, j'envoie de la lumière que pendant 10 femtosecondes, comme je peux envoyer pendant 10 picosecondes. On peut changer cette durée-là. On peut changer la quantité d'énergie qu'on va mettre de lumière. On peut changer même sa polarisation. Et en utilisant ces moyens-là, eh bien, en fait, un des points là, on va sortir un peu de l'application juste pour voir qu'on peut vraiment étudier un monde nouveau en physique où on étudie un monde où les temps sont tellement courts que on n'arrive pas à des situations d'équilibre. C'est-à-dire que vous savez que la matière, elle est faite d'atomes. Dans un atome, vous avez un noyau, typiquement, et des électrons. Eh bien, vous pouvez, à ces temps-là, avec cette lumière-là, chauffer très fort les électrons et par contre que le reste de la matière soit froide. Donc, vous êtes complètement hors équilibre et ça, c'est pas compris. On ne sait pas comment l'énergie, elle passe d'un système à un autre. On ne sait pas comment les mouvements de charge se passent à ces échelles. Donc, il y a tout un pan de la physique qui est nouveau et qui est intéressant pour ça. Et d'autre part, grâce à ça, eh bien, je vais vous montrer sur cette petite vidéo que l'on peut retourner effectivement l'information. Donc là, on va voir une vidéo où on utilise ces lasers-là qui envoient des pulses très, très courts en énergie. Et, chose extraordinaire, ils permettent de retourner les boussoles. Donc, pour retourner une boussole à notre échelle, on ne sait faire qu'une chose, c'est d'amener un aimant et puis l'aimant, elle va bouger la boussole. À ces échelles-là, vous pouvez avoir de la lumière. Et donc, alors attendez, il faut que je fasse quoi? Je vais lancer cette vidéo. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai un pointeur, donc je peux. Ah oui, pointeur. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ce que vous voyez deux couleurs normalement. Une couleur qui est plutôt sombre de ce côté-ci. Ça veut dire qu'en fait, les boussoles pointent vers vous. Le pôle nord pointe vers vous. Et des boussoles blanches, des parties blanches où les boussoles, elles pointent dans l'autre direction. Et là, ce que vous voyez, avec le faisceau laser, je suis en train de passer avec une certaine polarisation, avec des pulses. Et là, je suis en train de retourner des noirs en blanc, donc des boussoles. Je les retourne avec de la lumière et avec de la lumière uniquement. Et vous voyez que je peux les retourner dans un sens ou je peux les retourner dans l'autre. Donc là, c'était la preuve que, eh bien, avec de la lumière, on peut écrire de l'information, on peut retourner ces boussoles. Et après, il y a la compréhension de pourquoi ça se passe est encore discutée aujourd'hui. Et puis, vous voyez, à la fin, on écrit IJL, donc on est tout à fait fiers de pouvoir écrire les initiales de notre institut. Voilà. On peut l'écrire aussi sur des surfaces de disques durs. Alors, vous voyez, ça a l'air un petit peu flouté. Et l'intérêt de cette image-là, c'est de montrer que sur les disques durs, réellement, les disques durs dont on dispose, eh bien, on peut écrire l'information, on peut retourner même sur ces matériaux-là. Alors après, la question, c'est de savoir à quelle vitesse on a été capable de retourner ça. Non seulement à quelle vitesse on a été capable, mais comment on le mesure. Parce que là, on parle de 10-15, je vous explique que c'est des échelles ultimes. Comment est-ce que vous pouvez savoir à quelle vitesse ça se produit? Alors, la question de à quelle vitesse, elle s'est posée il y a déjà plusieurs années. Par exemple, en 1878, quelqu'un se pose la question, lorsque vous prenez un cheval, est-ce qu'au galop, il a les 4 pattes en l'air en même temps? Et c'est pas si facile que ça. Si vous avez déjà regardé un cheval courir, c'est pas si facile que ça. Et donc, il met en place un dispositif avec une rangée d'appareils photo, un déclenchement électrique pour pouvoir prendre des photos du cheval à différentes positions et pouvoir répondre à cette question qui est primordiale de savoir si au galop, le cheval a les 4 pattes en l'air. Et donc, il fait ces photos-là. Et vous voyez effectivement que sur la photo numéro 3, eh bien, les 4 pattes sont bien en l'air. Ça, c'est un petit aparté pour essayer un peu vous montrer quelle technique on utilise pour pouvoir étudier à quelle vitesse les choses se produisent. Alors, ce que l'on fait, on utilise une technique qu'on appelle pompe-sonde. C'est-à-dire qu'on va arriver avec 2 faisceaux laser. Vous avez vu le premier faisceau laser, c'est lui qui retourne l'aimantation.
Donc, on a un premier faisceau laser qui va lui retourner l'alimentation. Et on a un deuxième faisceau laser qui, lui, va pouvoir, je vous ai dit, quand c'est noir, ça veut dire que c'est dans un sens, quand c'est blanc, ça va être dans l'autre. Donc, le deuxième faisceau laser, il vous dit si c'est noir ou si c'est blanc. Et ce qu'on est capable, c'est de mettre un délai entre ces deux pulses-là. Vous voyez, un pulse qui excite, le pulse qui va mesurer. Et on est capable de changer ce délai-là et de le changer à l'échelle de la femtoseconde. Et donc, à partir de là, en reproduisant plusieurs fois l'expérience, eh bien, on arrive à voir l'évolution de ce retournement. Donc là, vous allez voir l'évolution donc sur ce graphe ici, vous voyez une évolution du signal. En gros, si c'est 0, c'est noir, si c'est -1, c'est blanc. Et vous voyez qu'on peut repérer l'évolution avec une précision, là aussi, de la femtoseconde. Donc, non seulement on est capable d'utiliser des excitations à la femtoseconde, mais on est capable de regarder la dynamique, à quelle vitesse ça va à ces vitesses, à ces échelles-là. Voilà. Et ça, la première mesure, elle a été faite dans le monde, elle a été faite par deux personnes de Strasbourg, et ça a ouvert le phénomène de femtomagnétisme. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est donc qu'avec cette lumière, eh bien, on peut aller bien plus vite qu'avec un champ magnétique, et on peut retourner à des vitesses de la picoseconde, donc 100 fois, 1000 fois plus rapidement. Et la raison pour laquelle elle est un petit peu décrite ici, alors la physique est quand même un peu plus compliquée, mais vous avez vu, quand je vous ai présenté comment varier l'aimantation, le moment magnétique avec un champ magnétique, vous avez vu un phénomène de précession. Et c'est ça qui rend les choses lentes. Alors que là, c'est la flèche qui change d'amplitude et donc de sens. Voilà. Et donc, voilà, donc on va regarder ici, on va montrer que les retournements, au lieu de se faire à l'échelle de la nanoseconde, eh ben on peut les faire à l'échelle de la picoseconde. Et voilà, je suis assez fier de vous montrer cette courbe-là. Pourquoi? Parce que ici, on a un dispositif où on envoie de la lumière sur une couche magnétique. Donc, une couche magnétique, c'est celle où il y a les atomes se comportent comme des petites boussoles. Ça peut créer un courant électrique très, très rapide et donc retourner l'alimentation. Et là, la courbe que vous voyez à droite, eh bien, c'est la démonstration que l'on peut retourner ces boussoles-là à des échelles d'ultime. Ça n'avait jamais été vu avant et ça vient d'être publié dans les revues Nature là, cette année, où on peut observer que effectivement, l'évolution de ces le changement de direction de ces petites boussoles peut se faire à des temps ultra, ultra rapides. Alors, c'est une première, donc c'est toujours plaisant de montrer une première. Deux, ça questionne la physique et la compréhension de la nature à ces échelles-là. Et deux, ça permet d'envisager des applications, puisque ces techniques, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire avant que vous ayez ça sur vos ordinateurs, mais ça permettrait d'envisager d'aller 1000 fois plus vite et de dépenser 100 fois moins d'énergie. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là et vous remercier beaucoup pour votre